Quatre types de peur nous accompagnent. La peur elle-même, l'anxiété, l'angoisse et le stress. D'origine distincte, elles se différencient par leur nature et la manière de les appréhender. Alors commençons par la peur en elle-même. Suite à la fonction associative du cerveau, et plus précisément aux assemblées cellulaires constituées par le travail de mémoire et d'apprentissage, nous savons que toutes nos peurs passées sont reliées entre elles selon leur tonalité. Dès qu'une peur intervient au présent, notre passé alarmant vibre, notre cerveau nous alerte. Pourquoi ? Parce que le principe fondamental du cerveau, accompli par la nature, est de sauvegarder la vie. En ce sens, la peur d'un réel danger est la première forme d'adaptation. Elle provoque l'instinct de survie, le réflexe combat-fuite. Chaque nouvelle adaptation fut mémorisée, parfois automatisée par répétition. Un danger revient et nous réagissons au mieux. La peur se définit donc comme une réaction psychobiologique immédiate faisant suite à la perception d'un réel danger extérieur. Cependant, ce processus d'adaptation primaire n'a pas évolué du point de vue psychobiologique, du moins aussi rapidement que notre évolution sociale. Prenons l'exemple d'une personne peu habituée aux procédures bancaires. Un beau matin, elle reçoit une lettre recommandée l'informant qu'elle est interdite bancaire. Ses mains tremblent, une sueur perle sur son front, son cœur bat de plus en plus vite, sa pilosité s'hérisse. Biologiquement, ces glandes surrénales produisent du cortisol plus que de raison. Que se passe-t-il ? Sa biologie réagit comme si, il y a 100 000 ans, un ours venait de surgir de sa tanière. La réception de cette lettre équivaut à une scène mettant sa vie en danger. Comment vais-je payer mes factures ? Comment vais-je survivre matériellement ? Voilà l'exemple d'une association conscience-cerveau-corps entre un événement actuel et un vécu ancestral intégré dans les circuits neuronaux. Bien évidemment, cette pseudo-adaptation à la survie est inadaptée à la situation sociale actuelle. Il appartient donc à l'individu d'utiliser sa volonté, sa pensée, pour reprendre ses esprits et trouver la conduite adaptée à cette nouvelle situation. Côté positif, cette émotion de peur est utile, sinon l'individu pourrait bien rester dans une sorte d'inconscience face à ce problème. Mais côté négatif, si cette peur n'est pas ou mal gérée, elle pourrait tout aussi bien le paralyser. Cette peur, projetée dans le futur, devient alors de l'anxiété, si elle est associée à d'autres scènes du passé de même tonalité. Alors qu'en est-il de l'anxiété, que je distingue de l'angoisse ? Nous sommes souvent anxieux face à l'avenir, dès lors que nous avons une épreuve à surmonter, un acte à accomplir dans le futur. Mais cette épreuve fait écho au passé, à une épreuve similaire associée par le cerveau. Je suis anxieux face à un examen parce que j'ai déjà échoué ou failli échouer. Ou bien je ressens de l'anxiété parce que j'ai quelque chose à faire que j'ai remis à plus tard, comme payer ma facture d'électricité. On procrastine. Je suis encore anxieux parce que j'aimerais m'investir dans cet amour, mais j'ai tellement vécu d'échecs. Si je réfléchis un peu, je vais comprendre que mon cerveau associe l'événement probable à un événement analogue issu du passé. Ce qui n'est pas le cas de l'angoisse. D'aucuns me rétorqueront que la plupart des lycéens sont anxieux lors du passage du baccalauréat ou de toute autre première épreuve importante. L'anxiété serait une émotion supposée naturelle, du moins normale. Certes, face à une nouvelle épreuve, le cerveau associera souvent une inquiétude passagère, l'adolescent risquant de voir sa confiance en lui remise en cause. Ce qui sera une réaction saine, mais sans commune mesure avec l'anxiété paralysante. Un jeune adulte
qui a reçu de son entourage beaucoup d'amour et de confiance, ainsi que le goût et une méthode de travail, ne vivra pas d'anxiété, ou si peu. Ici, le nombre ne fait pas la vérité. L'anxiété n'est pas la norme face à tout examen de passage, comme un entretien d'embauche par exemple. Ce qui fabrique de l'anxiété neuronale, c'est le niveau de construction de l'individu, ou plutôt son manque de construction, au sein de la famille, par l'amour. Plus il y a eu d'amour, moins il y aura d'anxiété. Moins il y a eu de scènes anxieuses, moins le cerveau produira de l'anxiété face à une épreuve. Une société d'amour et non violente inscrit dans les cerveaux de la confiance en soi au lieu de la peur, et plus tard de l'anxiété. L'anxiété se définit donc comme une réaction psycho-émotionnelle, également produite par le cerveau, en vue de préserver la vie, mais faisant suite à une appréhension d'un obstacle, mais à venir. On confond souvent anxiété et angoisse, car le sentiment vécu semble similaire. Or, l'anxiété est aisée à déjouer, si nous laissons remonter le ou les souvenirs en question. En revanche, face à l'angoisse, on ne peut rien associer, aucune peur, aucun événement anxiogène. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes angoissés. C'est un symptôme qui appartient au processus psychosomatique et qui accompagne une problématique psychospirituelle. C'est l'âme-cœur, par son langage symbolique, qui nous parle en direct, qui nous indique que nous nous trompons de vie, que certaines décisions vont nous conduire dans le mur. Tandis que pour l'anxiété, c'est le cerveau par association qui cherche à prévenir d'un danger extérieur ultérieur. Dans les deux cas, âme et cerveau cherchent à protéger la vie, mais pas des mêmes dangers. Pour l'âme, il s'agit bien évidemment d'un danger psychospirituel et non matériel ou physique, comme pour l'anxiété. L'angoisse est en relation avec le vécu du cœur qui souffre à notre insu, tandis que l'anxiété, prolongement de la peur dans le futur, est le signal concret d'un danger à venir produit par le cerveau, en association avec un danger similaire du passé, ne faisant ainsi que son travail mécanique d'alerte. Quant à l'angoisse, elle protège surtout la vie spirituelle qui nous habite. C'est un appel à une radicale correction de notre vie présente face à un passé émotionnel et spirituel. Notre cœur souffre, mais nous n'en avons pas conscience. Autrement dit, l'angoisse nous avertit d'un vécu morbide en nous, mais qui nous échappe, tandis que l'anxiété fait face à un avenir bloqué par les anciennes peurs du monde extérieur. L'angoisse opère un retour sur le passé de notre monde intérieur afin de débloquer un nœud émotionnel et ainsi changer d'avenir psychospirituel. Qu'est-ce que le stress ? Le petit Larousse définit le stress comme un ensemble de perturbations biologiques et psychiques provoquées par une agression quelconque sur un organisme et des réponses de celui-ci. On aperçoit déjà une première confusion entre la peur, agression quelconque sur un organisme, et le stress. Mais si nous parcourons un dictionnaire anglais-français, le Robert et Collins, la traduction du mot anglais stress est la suivante. Pression et, sur le plan mental, toutes les pressions et les tensions de la vie. On parle également de stress pour évoquer l'effort qui agit sur un métal ou la charge que l'on fait subir à une poutre. En résumé, le stress est une tension qui résulte d'une pression, et c'est précisément ce qui se passe sur le plan psychobiologique. Qu'est-ce qu'une relation tendue ? Une relation humaine durant laquelle l'un impose ou s'impose et l'autre oppose ou s'oppose. Là, je vous renvoie au podcast sur la relation humaine universelle. Autrement dit, pression et tension
comme pour une poutre. Je presse l'autre à ma volonté d'ego, tandis que cet autre résiste, ce qui crée une tension dans la relation. Tension qui provoquera une vibration chaotique au niveau du cœur, au sens de la cohérence cardiaque, que nous avons vu, que nous avons déjà rencontré avec David Servan-Schreiber. Dès lors, et seulement en ce sens, on pourrait parler d'une relation agressive, c'est-à-dire d'une agression passive véhiculée via la relation humaine d'opposition. Ce qui revient à dire que dans une tension tendue, dans une relation tendue, il y a intention explicite ou implicite de nuire à la vie d'autrui au profit de la sienne. Voilà pourquoi il est aisé de confondre stress et peur. Si un voleur m'agresse dans la rue, j'ai peur, mais en même temps, je vis un stress à cause de la relation particulièrement tendue. Le voleur n'a pas peur, c'est lui qui fait peur. Mais compte tenu de la relation tendue, il vit également un stress, voire une anxiété s'il n'est pas certain de son coup. D'où la confusion. Côté agressé sur le moment, il ne vivra pas d'anxiété, mais en revanche arrivé chez lui, sain et sauf, il pourra ressentir de l'anxiété à l'idée de sortir à nouveau dehors. Prenons maintenant l'exemple d'un couple qui se déchire, mais sans violence physique. Ils s'opposent mutuellement et chacun impose sa propre volonté d'ego. Il s'agit de pouvoirs toxiques que nous connaissons bien. Il n'y a pas de peur en tant que telle, mais il reste le stress faisant suite à la tension issue de la relation néfaste entre eux. L'un des protagonistes pourrait alors recevoir un message d'angoisse provenant de son âme. D'une part, pour lui signifier que son cœur vit trop de stress à cause de la relation tendue, c'est la mission de protection du cœur, et d'autre part, pour l'avertir que s'il ne met pas un peu d'eau dans son vin, il court à la rupture, mission consistant à enseigner l'amour. Dès lors, le stress se définit comme une réaction psychobiologique produite cette fois-ci par le cœur, faisant suite aux vibrations chaotiques du cœur, et non par le cerveau, quant à lui associé à la peur et à l'anxiété, ni par l'âme associée à l'angoisse. Ainsi, le stress a pour objet de préserver une relation humaine harmonieuse, tant en couple qu'au travail, c'est-à-dire en vue de préserver la vie de ses souffrances au niveau du cœur. Le stress est donc causalement lié au vécu du cœur, donc strictement lié à la relation humaine. Le harcèlement en est un exemple. Bien évidemment, le stress au travail relève du même processus. C'est le dominant qui stresse le dominé. Comme pour les trois autres formes de peur, le stress a pour seul objectif de protéger la vie en nous. Ici, il s'agit particulièrement du cœur biologique. Sinon, les maladies cardiovasculaires finiraient par s'installer. Au final, ces distinctions entre peur, anxiété, angoisse et stress sont bien évidemment importantes dans un cadre thérapeutique, mais elles le sont également pour tous au cours de la vie quotidienne. En effet, avant d'avaler un cachet supposant traiter indifféremment l'une ou l'autre, il importe d'abord de comprendre ce qui se passe vraiment afin d'identifier la cause première. Si les effets semblent se confondre, leur cause s'avère clairement distincte. Alors résumons. Premièrement, nous avons peur quand nous sommes face à un réel danger au présent. C'est de l'adaptation positive immédiate et concrète. Deuxièmement, dès que nous quittons le présent pour nous projeter dans l'avenir, la peur s'appelle anxiété. C'est de l'adaptation, parfois positive. Troisièmement, nous ressentons de l'angoisse quand nous sommes a priori incapables d'identifier l'objet qui nous tourmente. C'est un symptôme adaptatif, mais du côté psychospirituel. Quatrièmement, nous sommes stressés quand nous vivons une ou plusieurs relations humaines tendues. Travail, couple, famille, amitié. Ce qui nous conduit à ces quatre définitions.
Premièrement, la peur se définit comme une réaction psychobiologique produite par le cerveau en vue de préserver la vie physique, faisant suite à la perception d'un réel danger extérieur immédiat. Deuxièmement, l'anxiété se définit comme une réaction psycho-émotionnelle cette fois-ci, également produite par le cerveau, mais toujours en vue de préserver la vie, faisant suite à une appréhension d'un événement à venir. Troisièmement, l'angoisse se définit comme une réaction psychospirituelle, produite cette fois-ci par l'âme, faisant suite, contrairement aux deux autres peurs, à un danger interne lié à un passé faisant souffrance au niveau du cœur, et bloquant ainsi l'évolution spirituelle du sujet. Quatrièmement, le stress est également une réaction psychobiologique néfaste, mais dans le cadre spécifique de la relation humaine universelle, négative et tendue. Cependant, ces quatre formes d'appréhension n'ont qu'un seul objectif: protéger la vie en nous, mais sur les trois plans de l'être. Premièrement, la peur au niveau physique et matériel. Il s'agit principalement de protéger l'intégrité du corps. Deuxièmement, l'anxiété se situe davantage au niveau émotionnel. Serais-je capable de? Il s'agit souvent d'une question d'estime de soi. C'est une projection de l'avenir pour laquelle nous devons gérer nos forces et nos faiblesses afin de protéger cette fois-ci l'intégrité de notre sphère émotionnelle face à l'échec possible. Troisièmement, l'angoisse protège surtout la vie spirituelle en nous. Elle a pour objet de protéger l'intégrité du cœur biologique en tant que siège des émotions. Et enfin, le stress protège au niveau de l'être entier quand ce dernier s'investit dans une relation négative récurrente. Il nous dit de cesser par tout moyen d'entretenir ce type de relation humaine désastreuse. Dans ces quatre cas de figure, notre cerveau intervient, mais à des niveaux très différents. Pour la peur, il s'agit surtout de réflexes, parfois au simple niveau médulaire de la moelle épinière. Parfois, la conscience n'est informée qu'après du danger. Si une personne mal intentionnée pointe une arme sur nous, nous paniquons et demeurons là encore le plus souvent au niveau instinctuel. Ce sont donc nos instincts de survie qui interviendront, mais rarement de manière efficace, car ils sont inadaptés à ce genre de situation actuelle. La nature n'a pas prévu que nous puissions nous trouver face à un être humain, une arme à la main. Elle n'a prévu que des dangers naturels. Pour l'anxiété, c'est essentiellement le cerveau des émotions qui collabore avec le cerveau rationnel, ce dernier étant tout disposé à faire remonter l'information au niveau conscient dès que l'on fait l'effort de réfléchir. C'est une relation réciproque entre le cerveau et la conscience. S'il s'agit d'angoisse, le cerveau en tant que tel semble peu concerné. Il est alors sous l'emprise de l'âme-cœur, du moins en partie, qui impulse l'émotion biologique angoissante. Le cerveau-corps, par ses folles vibrations, n'est que le messager de l'âme-cœur qui signale un vécu analogue aux dites vibrations corporelles. C'est le cœur qui s'angoisse parce que quelque chose ne tourne pas rond au niveau de son vécu spirituel. C'est pourquoi l'angoisse accompagne toujours ou le plus souvent la dépression. C'est l'âme qui prive la personne d'une partie de sa volonté, notamment dans le cas où le cœur souffre trop. Quant au stress, c'est encore le cerveau des émotions qui répercute dans tout le corps le niveau de tension subi par le cœur. C'est pourquoi le stress est considéré comme un vecteur important des maladies cardiovasculaires. Une tension sanguine élevée révèle souvent une tension émotionnelle néfaste. En conclusion, la conscience cerveau a pour principal objectif de nous adapter au monde extérieur et de nous protéger de ces dangers de nature matérielle, tandis que l'âme-cœur nous protège des dangers intérieurs de nature spirituelle. Partant des réflexes les plus basiques, ce complexe à deux niveaux
va nous permettre d'élaborer des pensées aussi délicates que la poésie. Cependant, si la nature a si bien fait les choses d'une manière subtilement complexe pour mieux nous simplifier la vie quotidienne, nos comportements humains pourront à l'inverse aisément mettre en péril cet équilibre, voire priver cet héritage d'une profonde harmonie toujours fragile. Une fois de plus, c'est l'être humain qui se complexifie sa vie, sa propre vie, dès lors qu'il ignore la conséquence de ses actes. Terroriser un enfant le rendra plus tard paranoïaque. Se déchirer en couple ou en amitié engendrera des maladies cardiovasculaires. Les hiérarchies professionnelles néfastes et malveillantes conduisent au burn-out, lequel semble en augmentation. Enfin, gérer un peuple par la peur, aussi subtile soit-elle, à long terme, conduit le pays à l'échec économique et par suite à l'extrême droite. C'est pourquoi, que cela soit en thérapie ou en politique, il importe de bien comprendre le processus de la peur. Alors, prochain podcast, le processus universel psychosomatique. Son enjeu est intéressant dans la mesure où nous verrons qu'il est actif dans toutes les maladies. Outre leur contrepartie pathologique, physique, matérielle, la maladie appelle de notre part la prise de conscience que notre versant psychospirituel nécessite toute notre attention. En clair, chaque pathologie organique nécessite d'associer tant la médecine allopathique, officielle, que la médecine spirituelle. Je la nomme maïothérapie, laquelle se fonde sur l'effet placebo, processus symétriquement inversé de la psychosomatique que nous verrons après. Là encore, pardon pour mes bafouillages, il n'y a rien à faire, je ne sais pas faire mieux. Et grand merci pour votre patience.